Voilà, bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette audition publique des trophées de la e-santé, donc de l'université d'été de Castres-Mazamet, trophées 2014 qui ont débuté donc en direct ce matin sur internet à 9h15, qui vont se poursuivre tout au long de cette journée. Sachez que pour vous donc qui nous regardez en direct sur internet, vous avez la possibilité de voter pour le projet qui vous tient le plus à cœur, qui vous marque le plus. Et demain, il y aura donc une catégorie pour la première fois dans cette université d'été, une catégorie prix des internautes. Celui qui aura obtenu le maximum de votes remportera le prix. À savoir que pour que les choses soient quand même équitables, chaque personne ne peut voter qu'une seule fois. Il n'a droit qu'à un seul vote par adresse IP. Enfin, je rappelle une fois de plus cette règle importante. On a changé de jury parce qu'on a changé de catégorie. On va à présent auditionner les candidats sur la catégorie réseaux sociaux de patients et de professionnels de santé. Et donc à mes côtés, pour composer ce jury, Madame Pascale Barré, qui est responsable d'ErmaWeb, qui est un portail de dermatologie des professionnels de la santé, donc au sein des laboratoires Pierre Fabre, dans la division dermocosmétique. Philippe Prigent, qui est directeur général du pôle de compétitivité cancer biosanté, donc sur les régions Midi-Pyrénées et puis Limousin. Et puis Julien Larfouillou, qui représente Harmonie Mutuelle, où il est responsable analyse et diagnostic au sein de la direction stratégie, offre, innovation. Harmonie Mutuelle, qui est donc parrain de ce prix catégorie réseau de patients et acteurs de santé. Je vous rappelle, les règles n'ont pas changé depuis ce matin. 5 minutes d'audition par personne pour présenter le projet, puis 5 minutes de questions de la part du jury. Et tout de suite, on va commencer par un projet qui porte un beau nom, en tout cas, qui s'appelle Marguerite et qui nous est présenté par Sonia Rousseau-Godichaud. Elle va nous rejoindre ici. Elle est issue donc de l'essaimage de Sanofi à Toulouse. Et on l'écoute donc pendant 5 minutes. Merci pour l'invitation. Mesdames, messieurs, chers internautes, bonjour. Je suis chef de projet informatique, spécialiste des réseaux sociaux. Comme on l'a dit, ce projet est candidat à l'essaimage du groupe Sanofi. Et nous sommes 4 collègues du service informatique du site de Toulouse à travailler sur ce projet depuis quelques mois. Le sujet, le maintien à domicile des personnes fragilisées, et plus particulièrement des seniors en perte d'autonomie. Vaste sujet, très débattu, beaucoup de personnes y travaillent et c'est tant mieux. Notre proposition est innovante à 2 titres. Premièrement, parce que nous avons choisi le point de vue de l'aidant, qui est rarement pris. Ensuite, parce que la solution technologique choisie est nouvelle dans ce domaine, ce sont les réseaux sociaux. Alors, sans plus attendre, je vous invite tous à vous projeter en 2015 pour découvrir Marguerite au travers d'une vidéo qui relate un cas d'utilisation. Je m'appelle Sonia, je suis aidante et j'assiste mon père qui habite à 10 km de chez moi. J'organise la venue des différents intervenants à son domicile, tous très professionnels et efficaces. Malheureusement, ils ont rarement l'opportunité de se parler. Avant, j'étais stressée. J'avais besoin de beaucoup d'énergie pour coordonner les activités. J'étais moins performante à mon travail et une fois j'ai même craqué et je me suis retrouvée en arrêt maladie. Aujourd'hui, tout va mieux. Je suis maintenant membre du réseau Marguerite et je peux suivre et organiser à distance ce qui se passe chez mon père. Marguerite est un réseau social spécialisé pour le maintien à domicile des personnes fragilisées, ce qui permet de créer des communautés d'intérêt autour d'eux avec tous les professionnels. Et ceci, dans l'intérêt de la santé de mon père. C'est moi, en accord avec mon père, qui ai créé sa communauté et invité toutes les personnes qui s'occupent de lui à nous y rejoindre. Les infirmières, le kiné, la podologue, les auxiliaires de vie, le médecin, le pharmacien. C'est moi qui leur ai attribué leur droit d'accès avec le niveau de confidentialité approprié. Les données de Marguerite sont stockées dans un data center agréé données de santé à caractère personnel. Et Marguerite est déclarée à la CNIL. Maintenant, permettez-moi de vous présenter mon père, Michel, et son infirmière, Séverine. Bonjour Michel, vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui.
D'ailleurs, votre glycémie est parfaite. Je le note dans Marguerite. Je note aussi que les médicaments sont à renouveler. Votre docteur et votre fille seront au courant tout de suite. C'est vraiment très bien cette Marguerite. Ça répond à mes besoins. C'est facile à utiliser. Dans mon journal, en un clic, j'ai l'actualité de tous mes patients et le résumé de ma journée. J'adore cette nouvelle façon de travailler. C'est tellement sécurisant et en plus, je gagne du temps. Pour moi et pour tous les membres de notre communauté, ce service est gratuit. C'est la société dans laquelle je travaille qui l'a proposé à tous ses salariés qui sont des aidants. Marguerite est aussi proposée par des mutuelles, des collectivités territoriales, tous très impliqués dans le maintien à domicile. Bonjour papa, je viens de faire un petit coucou. Je sais que tout va bien. Cela me fait tellement plaisir de passer un vrai moment avec toi. J'espère que vous avez aimé notre Marguerite. Donc, pour conclure, ce que j'aimerais redire, c'est que ce qui est essentiel, c'est vraiment l'humain. Ce que l'on fait, la technologie sera vraiment au service de l'humain et pas l'inverse. Voilà, j'attends vos questions. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation. Des questions, évidemment, il y en a beaucoup. Je commencerai par celle-ci. Est-ce que vous avez travaillé avec les parties prenantes du projet, les professionnels de santé, des services à la personne, et quel est leur niveau d'acceptabilité, leur niveau d'acceptation pour travailler pour renseigner cet outil? Oui. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que je suis moi-même aidante. Donc, voilà, je connais bien le besoin des aidants. Et effectivement, j'ai commencé par en parler avec toutes les personnes qui nous entourent, infirmières, médecins, auxiliaires de vie, kinés, podologues, même avec la coiffeuse. Voilà. Et donc, c'est très divers. C'est vrai que le besoin y est. C'est clair que tout le monde se dit, quand on leur en parle, ah oui, on a besoin, c'est génial, allez-y. Alors après, effectivement, quand on commence à creuser, il y a forcément des fois des réticences. Le médecin va dire, ah c'est super, mais il ne faut pas que ça me prenne trop de temps. Donc je suis intéressée par les notifications automatiques qui pourraient venir de ce système pour m'alerter sur un problème particulier chez un patient, par exemple. Mais c'est sûr que, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut se rapprocher des parties prenantes, des utilisateurs, et la solution, on la fera évoluer avec eux parce qu'elle est pour eux. Une autre question, rapidement. Est-ce que vous avez travaillé sur une approche aussi un peu d'alerting de cette solution en cas de souci de la personne à son domicile? Est-ce qu'elle a la possibilité de déclencher une alerte via ce système, par exemple? Alors, c'est peut-être pas dans la version 1, c'est possible, il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui qui existent, qui font ce genre de choses. Nous, ce qu'on veut, on se place vraiment sur le volet médico-social, très social, coordination, et surtout, on ne veut pas refaire ce qui existe déjà. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est l'intégrer. Donc, à chaque fois, effectivement, qu'on aura ce genre de demande, on va regarder si, voilà, il y a déjà des systèmes qui existent. S'il n'y en a pas, on peut les développer. Mais surtout, on va chercher à intégrer, à fédérer, parce qu'il y en a vraiment besoin. Alors, comme commentaire, déjà, effectivement, l'initiative par rapport aux aidants est excellente, je crois. Et moi, j'ai une petite question. Vous avez dit que la prise en charge était effectuée par exemple par les entreprises. Mais dans beaucoup de cas, dans les personnes âgées, l'aidant, c'est le conjoint. Donc pas très éloigné en âge, souvent. Donc ce n'est pas une entreprise qui peut prendre en charge, là, c'est un autre système. Et dans ces cas-là, deuxième volet, c'est quelle est l'acceptabilité de ce type de système par des personnes qui ont plus de 70, 75 ans? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un retour là-dessus? Oui. Alors, effectivement, ce qu'on cible, c'est pas forcément la personne âgée directement. Si elle peut le faire, c'est tant mieux. Si elle est autonome et qu'elle peut gérer cette coordination grâce à Marguerite, tant mieux. Elle aura accès, bien sûr. On cible plutôt la personne de confiance, donc l'aidant de référence qui assiste la personne au quotidien. Et c'est cette personne, en général, qui est salariée d'une entreprise et qui doit prendre beaucoup de temps et mettre beaucoup d'énergie
dans cette activité. Moi, je parlais du conjoint âgé aussi, c'est pour Oui, ça. oui, le conjoint âgé aussi. Mais c'est vrai que dans certains cas, si le conjoint est âgé et en légère perte d'autonomie, on va plutôt faire appel à la personne de confiance qui sera un enfant ou un tuteur, parfois une personne d'une association. Je trouve aussi que c'est un très beau projet, une très belle initiative. C'est plus sur le schéma économique un petit peu où je m'interpelle. À votre avis, qui prendra en charge le coût effectivement de la tablette et des services associés? Alors, c'est la grande question. Je pense qu'on se la pose tous. Nous, pour le moment, on n'a pas cherché à réinventer les choses, même si je pense que les modèles économiques dans ce domaine vont évoluer. Donc, pour le moment, on s'appuie sur ce qui existe. Donc, vous avez vu, pour le logiciel, les abonnements, a priori, sont pris par des grands comptes ou des collectivités ou des mutuelles. On pourra en reparler avec Harmonie Mutuelle. Ensuite, par rapport à la tablette, suite aux discussions, ce qu'on constate, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà équipées, soit de tablettes, soit de smartphones. Et puis ensuite, pour ceux qui ne sont pas équipés, l'idée, c'est d'appeler l'État à la rescousse et d'aider les gens qui n'ont pas les moyens de se les payer, comme ils le font, par exemple, les conseils généraux le font pour les étudiants. Donc on est sur ce modèle-là, et c'est ce modèle qu'on va essayer de développer. Juste pour info, les personnes âgées sont très agiles avec les tablettes. Donc ça peut être aussi effectivement le conjoint qui peut manipuler. Je crois qu'il n'y a pas de souci de Surtout une fois qu'ils ont la tablette, ils peuvent l'utiliser pour plein d'autres applications. Merci beaucoup de cette présentation. Effectivement, il faut faire tomber les clichés. Les personnes âgées sont extrêmement agiles aux tablettes. On parle des silver surfers aujourd'hui, les surfeurs aux cheveux d'argent. Ils sont de plus en plus nombreux. On va poursuivre ces auditions, donc toujours dans cette catégorie réseaux sociaux de patients et de professionnels de santé. Va nous rejoindre Patrick Ritz pour le projet S3, Savoir pour se soigner, 3S, projet qui émane donc du CHU de Toulouse. Toujours le même principe, 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions de la part du jury. Merci beaucoup, madame, messieurs les membres du jury, tout le monde, bonjour. Donc Patrick Ritz, je suis médecin au CHU de Toulouse. Je représente ici ce CHU et le Centre intégré obésité, qui est un des 5 centres de référence français de prise en charge, de recherche et de formation en termes d'obésité. C'est une des issues du plan obésité. Alors, je suis un professionnel de la santé et un professionnel de la formation, puisque prof de médecine. Et l'idée est prof de la formation en termes d'éducation thérapeutique, on va y revenir. Alors, je commence par une citation de Nelson Mandela. « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » Alors, on l'imagine bien à sa sortie de prison, ce qu'il a dû devoir chercher comme ressource pour pouvoir changer le monde. On le sait de l'impact de l'éducation des femmes en termes de contraception, par exemple, et en termes de choix de vie. Et on le sait aussi en termes de la relation entre le niveau d'éducation, de maladies chroniques et d'accès aux soins. C'est le plus souvent les patients qui ont le moindre niveau d'éducation, qui sont le plus sujets aux maladies chroniques et qui ont le moins accès aux soins. Et à niveau égal, toutes choses étant égales par ailleurs, plus le niveau d'éducation est élevé pour une catégorie de patients donnés, et meilleurs sont les choix en termes de soins, meilleur est l'accès aux soins, on le connaît dans une étude qui s'appelle Jubilé et qui s'intéresse aux diabétiques de type 1 qui ont plus de 50 ans d'évolution. Clairement, les moins compliqués sont ceux qui ont le meilleur niveau d'éducation. En termes d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire de donner de l'autonomie aux patients par rapport au traitement et aux mesures à prendre dans une maladie chronique, il y a tout un volant savoir qui n'est pas beaucoup traité dans les stages ou dans les formations d'éducation thérapeutique parce que le temps est consacré au développement de l'autonomie. Et donc, on essaye avec ce projet S3 de se poser en amont des interventions d'éducation thérapeutique en se posant la question de savoir si les gens en savent assez sur leur maladie, alors que dans une consultation de 7 minutes, vous imaginez bien que le médecin a très peu de temps à délivrer pour expliquer comment ça marche, etc., etc. Il y a une vraie demande des patients qui vont consulter les sites Internet, je vais en donner un exemple tout à l'heure, et qui sont un peu inquiets de voir des informations tout à fait contradictoires. Donc nous, on a la chance d'avoir la légitimité d'une information qui est maîtrisée, et l'idée est donc de donner du savoir santé aux patients pour qu'ils soient maîtres
de leurs actions de prévention et que dans la prise de décision, ils soient suffisamment éclairés pour bien choisir leur traitement, choisir de se traiter ou de ne pas se traiter et choisir d'adapter leur traitement. Alors, un exemple, la chirurgie de l'obésité, c'est mon domaine. Donc voilà, un monsieur avec un très gros ventre et qui sans doute a un diabète de type 2, sans doute de l'hypertension artérielle, sans doute un syndrome d'apnée du sommeil, qui est gêné par ce poids et qui se pose la question de vais-je me faire opérer ou pas. Alors s'il regarde sur Internet, il va trouver ce genre de schéma qui va être ce que va devenir son tube digestif une fois qu'il sera opéré. Alors, vous imaginez bien, la première fois qu'il rencontre ça, il se demande que sont ces tuyaux, qu'est-ce que c'est que ce petit bidule là qui ressemble à une fleur ou à une feuille, etc., etc. Et éventuellement, il va trouver des informations, mais éventuellement non. Donc ce que nous, on veut proposer, c'est sur le site du Centre intégré de l'obésité, des formations en e-learning pour les patients, afin qu'ils puissent éclairer leurs décisions. Alors, je vous ai donné l'exemple de la chirurgie de l'obésité. On peut multiplier les exemples dans toutes les maladies chroniques, diabète de type 2 essentiellement, pour notre domaine de compétences, mais cancer, asthme, on peut développer dans tous les domaines. Alors, le projet que je propose aujourd'hui, c'est un projet de recueil des attentes et des besoins des patients. Parce que notre défaut à nous, médecins, c'est de prétendre qu'on sait ce dont ont besoin les patients et de le leur dire de façon descendante. Là, l'idée, c'est de faire des focus group, donc de créer des modules d'apprentissage à partir de ces attentes, sous forme d'e-learning classique, et e-learning comportant une auto-évaluation. Et ensuite, de valider ces modules auprès de groupes de patients, de façon à pouvoir les mettre sur la plateforme LMS de l'Université de Toulouse 3. Alors, en filigrane, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui vient de Midi-Pyrénées, mais qui a vocation à être distribué partout, en tout lieu, à tout moment. C'est l'avantage du e-learning, en France et dans les pays francophones, et éventuellement dans les pays d'autres langages, quand on aura transformé avec d'autres langues. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Très intéressant. Je ne vois pas trop la dimension réseau social finalement dans votre présentation. Vous avez bien expliqué l'e-learning, mais je ne vois pas trop la dimension sociale en fait. La dimension connexion patient à patient. Oui, tout à fait. Alors, ce morceau de projet que je présente, c'est la base de la base, qui est comment on va faire les modules à partir des focus group. Ensuite, on a parallèlement des formations de tuteurs, qui sont des professionnels de la santé, de façon à pouvoir répondre aux questions. Et ensuite, via le site de l'université ou d'autres, il peut y avoir des chats ou des endroits de discussion entre les patients qui, du coup, seront maîtrisés en termes du savoir et de l'information qui est donnée. Donc il faut une modération. Il faut une modération. Merci pour la présentation. Comment vous imaginez le système économique? Parce qu'il va falloir rédiger, il va falloir transmettre, il va falloir... Et quelle va être finalement la contrepartie qui va prendre en charge toute cette partie rédactionnelle, diffusion? Le modèle économique classique que l'on connaît, c'est nous avons le savoir, nous le donnons. Ça fait partie de notre job, puisque je suis payé par l'État, donc il y a une partie de mon temps que je peux donner aux contribuables qui me salarient. La deuxième partie classique, c'est de s'adresser aux associations de patients, Fédération française des diabétiques par exemple, ou Collectif national des associations d'obèses, et de chercher des partenariats avec des entreprises mutuelles qui souhaitent aider les patients dans leur développement de savoir, d'éducation thérapeutique, et de cette façon-là, créer les produits pour la fin des patients. Après, les autres modèles économiques, ça me dépasse un petit peu, je dois vous avouer. Merci pour cette présentation. Une question, donc, si je comprends bien, donc, le système, c'est un système de savoir, donc j'apprends à connaître le contexte. L'étape d'après, c'est peut-être agir pour un bon comportement. Du coup, ça me fait poser la question par rapport à des nouveaux systèmes un petit peu de, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais de coaching personnalisé, et puis d'une approche un petit peu plus active de la personne. J'ai en tête le système SOFIA, par exemple, vous évoquiez l'approche diabète tout à l'heure, le système SOFIA qui permet un accompagnement un petit peu plus personnalisé. J'ai le sentiment
sentiment que votre système s'arrête sur la partie connaissance et pas sur la partie action. Alors est-ce que je me trompe? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ne vous trompez pas, il se pose en amont des parties action. C'est-à-dire, le constat qu'on fait dans les stages d'éducation thérapeutique ou dans les actions d'éducation thérapeutique, c'est que le temps consacré à délivrer du savoir est très très court. Et que donc les patients doivent aller le chercher tout seuls. Donc si on le leur donne et un savoir qui est estampillé juste, entre guillemets, on se place en amont, soit des actions de coaching, que ce soit Sophia ou par des professionnels de proximité, on peut tout imaginer, un coach sportif, etc., soit on se place en amont des actions d'éducation thérapeutique avec des programmes labellisés ARS, etc., qui existent à la fois en proximité et à la fois dans les structures hospitalières, cliniques, etc., mais où on aura apporté, vous voyez, une première pierre ou une première pièce de puzzle, et là où les stages vont se consacrer à ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire développer l'autonomie et l'action. Pas de questions supplémentaires du jury, si Julien Lafouillou. Il y avait juste une dernière question, là je relis mes petites notes aussi en même temps. Je crois que dans votre présentation, dans le document qu'on avait reçu, il était évoqué une forme de certification aussi suite à cet apprentissage. Je voulais avoir des éléments sur comment ça allait se matérialiser. Le bout du bout, c'est de donner un diplôme entre guillemets. Alors c'est pour ça qu'on passe par l'Université Toulouse 3, parce qu'il y a une mission de formation continue des adultes, et l'innovation, c'est de dire si on est capable de former des étudiants, on peut aussi former des adultes. Ce que l'on fait pour les professionnels à l'université. Mais pourquoi pas former aussi des patients? Alors je vous raconte une anecdote rapidement. Dans le domaine de l'éducation thérapeutique, un des leaders mondiaux, qui est belge, un jour ricanait auprès d'un de ses collègues du fait qu'aux États-Unis, il y avait une cérémonie de remise de diplôme à des patients qui avaient eu un stage d'éducation thérapeutique. Alors il rigolait en disant ça sert à quoi, ça sert à quoi. Et l'autre lui dit viens. Et il va assister et il voit arriver des gens en costume, etc., etc. Il était assez impressionné, ému même. Et à la fin, son collègue américain lui dit tu vois, c'est sans doute le seul diplôme qu'ils ont eu dans leur vie. Et ça leur donne un empowerment, quelque chose de très positif pour pouvoir se soigner, puisqu'ils sont reconnus comme ayant fait quelque chose de positif, et on joue sur la spirale positive. Donc on en est au début, je veux dire, là j'ai lancé vraiment la piste. Ces diplômes-là, ils n'existent pas. Je pense qu'on ne peut pas donner de diplôme, mais un certificat, un petit quelque chose qui atteste de... J'ai fait le stage de cuisine, j'ai fait le stage S3, etc. Des questions supplémentaires de la part du jury ou pas? Non? Merci, écoutez, merci beaucoup. Merci à Patrick Ritz de cette présentation sur ce projet, donc S3, Savoir pour se soigner. On va écouter le projet suivant tout de suite et va nous rejoindre monsieur Julien Artu, qui nous présente un projet qui s'appelle My Hospice Friends, et il vient d'une société, il vient de Paris, et la société s'appelle People Like Us. Voilà, tout à fait. Bonjour à tous. Donc j'ai monté People Like Us en septembre 2013 et donc qui édite aujourd'hui My Hospice Friends. My Hospice Friends, c'est un projet complètement perso puisque je suis un ancien patient. J'ai eu un grave accident de voiture en septembre 2011 où j'ai été hospitalisé pendant environ 5 mois et demi et dont 3 mois alité. Et pendant cette hospitalisation, je me suis dit mais tiens, étant donné que je ne peux pas bouger de mon lit, que personne ne peut venir me voir puisque je n'étais pas hospitalisé à côté de chez moi, et que mes amis travaillaient donc peu disponibles pendant la journée, je me suis dit il y a forcément quelqu'un 2 chambres plus loin ou au-dessus ou en dessous qui partage approximativement les mêmes passions que moi. Et la problématique qui s'est confrontée à moi, c'est qu'il n'y avait aucune possibilité d'aller à la rencontre de ces gens-là et de pouvoir communiquer. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie problématique d'isolement lors de l'hospitalisation, et notamment lors des hospitalisations qui peuvent être parfois très longues. Donc j'ai monté un réseau social qui concerne les patients, donc c'est entre patients, où le patient donc s'inscrit, le réseau est anonyme et il remplit des cases en disant voilà, moi je suis fan de bricolage, de cinéma, de musique, etc. Et on va lui proposer donc d'autres patients qui sont fans des mêmes centres d'intérêt que lui, dans le même hôpital que lui, ou s'il n'en trouve pas dans le même hôpital que lui, il va pouvoir trouver d'autres patients dans le réseau My Hospice Friends, donc dans d'autres hôpitaux. Aujourd'hui, My Hospice Friends rencontre, je pense, un vrai succès. J'étais encore l'entrepreneur du mois le mois dernier dans Libération.
Nous nous sommes implantés, notamment notre premier hôpital a été l'hôpital Foch à Suresnes, qui est un des leaders aujourd'hui en Europe au niveau de la greffe. C'est des hospitalisations qui sont très longues. On a réussi à capter 80% des patients, je crois, en pneumologie, ce qui est globalement très bien. Et en termes de moyenne d'âge, ça va de jeunes à, disons, des personnes plus âgées, aux alentours de la petite soixantaine. Et on s'aperçoit qu'effectivement, aujourd'hui, les seniors, entre guillemets, sont aussi très connectés. Et donc, MyHospiFriends n'est pas du tout un frein pour les seniors. On commence également à continuer notre développement, puisqu'on va s'installer à partir du 7 juillet prochain, notamment à Gustave Roussy, qui est le leader en Europe sur la cancérologie. Et on va également toucher sur Gustave Roussy l'hospitalisation à domicile, la HAD, puisque beaucoup de personnes viennent et repartent lors de leur hospitalisation, mais sont aussi confrontées chez elles à cette problématique de l'isolement et cette problématique d'hospitalisation. Donc ça, c'est pour la partie française. Et donc sur la partie française, à court terme également, on va être implanté, disons, avant septembre, dans une autre dizaine d'établissements. On a réussi à avoir un gros contrat, notamment lors d'Hôpital Expo, où on exposait donc, au mois de mai dernier. Et on vient de signer un partenariat avec une agence de communication en Belgique qui va couvrir pour nous toute la partie Benelux, donc Pays-Bas, Luxembourg et Belgique. Donc on a une vraie stratégie d'internationalisation. On a déjà des contacts aussi sur la Suisse, donc toute la partie francophone. Et on a également une société qui est qui vend des télévisions dans les hôpitaux en Espagne, qui souhaite se placer comme prescripteur de notre service en Espagne. Donc je pense qu'on est réellement au cœur du sujet des réseaux sociaux. On se place également comme un vrai canal de communication pour l'hôpital, puisque l'hôpital a son propre compte, peut communiquer avec ses patients. Il a également une possibilité de questionnaire de satisfaction. Donc il peut poser des questions en direct à ses patients, avoir des retours en temps réel et la transférer directement au service qualité pour une amélioration globale des soins et de la qualité dans l'hôpital. Mais également, on se place également comme un vecteur qualitatif pour le personnel hospitalier. Je reprends toujours mon expérience personnelle et effectivement, quand je n'ai rien à faire, je peux être parfois un peu casse-pied avec le personnel hospitalier et on se rend compte qu'effectivement, un patient qui est peu ou pas occupé, et aujourd'hui dans les hôpitaux, on lui laisse la possibilité de se connecter avec la télé ou l'Internet, mais bon voilà, ça a ses limites, c'est un patient qui va solliciter beaucoup le personnel hospitalier. Or, avec MyHospiFriends, on essaye d'occuper les patients 24 heures, ils ont 24 heures de temps disponibles, ils sont sur notre réseau et donc laissent entre guillemets un peu le personnel hospitalier tranquille et ainsi le personnel hospitalier peut mieux se concentrer sur la qualité des soins. Et le dernier point, on a aujourd'hui en termes de prescripteurs également une ARS qui s'est placée comme prescripteur sur une région complète. Et également, on nous demande aujourd'hui des réseaux sociaux du même type pour les seniors. Donc quelque chose qu'on n'a pas encore développé, qui est en cours. On avait rencontré l'année dernière la Caisse des dépôts et consignations, qui est spécialisée pour les seniors. Donc aujourd'hui, c'est aussi un sujet qui nous intéresse. C'est aussi un sujet sur lequel on est venu nous demander pour l'étranger, notamment le Danemark, que pour le moment, on n'a pas développé. Mais voilà, on a beaucoup de choses en cours sur le sujet donc, de l'isolement chez People Like Us et sur notre problématique MyHospiFriends, donc la rencontre par affinité à l'hôpital. Voilà, merci beaucoup. Vous avez parlé d'échanges par rapport à des patients, vous n'avez pas du tout parlé d'échanges de problèmes médicaux. Parce qu'on ne le fait pas du tout. MyHospiFriends est un réseau affinitaire, donc basé sur les centres d'intérêt. Et on a pris le parti pris qu'on sait pourquoi on est hospitalisé. Et justement, on essaye de sortir des patients de leur hospitalisation pour les apporter vers autre chose. Je vais prendre un exemple simple. L'autre jour, il y avait une course de bateau en Normandie, qui est la Normandie Race. Et on a fait participer notamment nos patients sur Virtual Regatta, qui est la même chose mais en ligne. Et voilà. Et donc on a des patients qui à 3h du matin se réveillent et n'ont rien à faire. Et donc ils avaient le bateau MyHospiFriends pour s'occuper toute la nuit. Voilà.
Une question par rapport aux données quand on s'inscrit sur le réseau. Quel type de données on fournit finalement en s'inscrivant? Est-ce qu'on dit je suis dans tel hôpital, dans tel service? Du coup, si on va jusqu'à ces niveaux d'information, est-ce que ça devient de la donnée de santé? Que devient cette donnée une fois inscrit? Alors voilà une question très intéressante. Donc le réseau est anonyme, comme je le disais tout à l'heure. Notre seule obligation vis-à-vis de la CNIL, c'était l'adresse email. Aujourd'hui, pour sécuriser les hôpitaux, lorsque les hôpitaux souscrivent à notre service, puisque c'est un service qui est payant pour l'hôpital, puisqu'on anime et on modère le réseau, j'ai pris le parti pris dans mes actionnaires de choisir un avocat qui s'appelle Gilles Bigot, qui est dans le 500 Lawyer des avocats dans le monde, donc un des 500 meilleurs avocats au monde, qui est donc le président de Winston & Strawn, qui est le plus gros cabinet d'avocats d'affaires américain. Donc c'est eux qui nous suivent chez nous pour toute cette problématique de données de santé, etc. Donc les choses sont faites chez nous globalement dans les règles. Et donc sur la partie problématique de la donnée de santé, chez nous, il n'y en a pas, puisque le patient fournit juste ses passions, c'est-à-dire le bricolage, le jardinage, le cinéma, etc. Et également dans cette problématique d'éthique, on va dire, et notamment il y avait une tribune la semaine dernière dans Le Monde sur le mercantilisme des réseaux sociaux dans le domaine de la santé. Nous sommes aujourd'hui le seul réseau social qui s'engage à ne pas revendre les données à qui que ce soit. Voilà. Donc il n'y a aucun transfert de données, ni vers l'hôpital. On leur fournit de l'analytique sur leur patientèle, sur ce qu'ils aiment, sur les tranches d'âge, etc. Mais il n'y a aucun transfert de données, ni vers une régie pub, ni vers un labo, ni vers une mutuelle, ni vers une banque, ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça également que notre réseau est payant pour l'hôpital, parce que je ne pouvais pas faire quelque chose. Il fallait trouver un business model qui soit viable, et le business model qui est viable, c'est l'hôpital qui est donc prescripteur, qui l'offre normalement à ses patients, et donc on s'engage à ne pas transmettre les données à l'extérieur. Donc on doit passer par l'hôpital, effectivement, pour entrer dans le réseau social. Et donc vous avez parlé des patients à domicile, tout ce qui est HAD. Donc ce sont des personnes qui viennent une journée à un rythme extrêmement variable. Et donc une fois qu'elles sont chez elles, elles peuvent continuer à travailler sur ce réseau, enfin travailler, se connecter et échanger. Tout à fait. Et je vais prendre un exemple. On a un patient qui travaille chez Dassault Systèmes, donc qui conçoit des avions, et qui était en pneumologie à l'hôpital Foch pour une problématique cancéreuse, donc il revenait régulièrement pour une chimiothérapie. Et donc ce patient se connecte de chez lui, est fan d'origami, et donc envoyer des messages aux patients donc, qui étaient présents à l'hôpital Foch, notamment en disant voilà, moi je reviens à telle date en chimiothérapie et j'apporte mes origamis, mon atelier origami, etc. Et donc si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez venir me voir, je serai à tel étage, etc. Donc effectivement, on rentre dans cette problématique d'hospitalisation à domicile et d'oncologie, quoi, on va dire. Voilà. Petite dernière question peut-être. Vous évoquiez l'usage directement par les patients donc qui téléchargent l'application. Ça rompt effectivement l'isolement en cas d'hospitalisation par ces personnes. Pour les personnes âgées, donc qui ne viennent pas avec leur smartphone ou leur tablette, est-ce que vous avez déjà cherché à identifier des solutions, soit de prêt, de location, de tablettes directement avec les établissements dans lesquels ils sont hospitalisés? Alors aujourd'hui, on commence à travailler avec des sociétés qui sont donc prescriptrices de tablettes, etc. Je pense notamment à Quadriga, où on est en train de travailler avec un business model sur effectivement la location de tablettes ou de systèmes de mise à disposition en fait, de l'outil pour les personnes hospitalisées. Maintenant, il faut savoir qu'en France, le taux d'équipement en termes de tablettes, de smartphones, etc. est quand même relativement très important. Que la problématique du Wi-Fi n'est finalement pas une problématique en tant que telle à l'hôpital. Si on prend les hôpitaux parisiens, il y a la 3G, la 4G partout, et globalement la couverture de la 4G, je lisais encore ce matin dans le train en arrivant, que Bouygues avait augmenté sa couverture 4G de 3 ou 4%. Donc qu'il y ait du Wi-Fi ou non à l'hôpital n'est pas une problématique. Et la problématique de l'équipement, beaucoup d'hôpitaux maintenant fournissent également des terminaux multimédia. Donc c'est approximativement un faux problème. Voilà. D'autres questions du jury? Non? Avec toutes les explications, bien merci beaucoup. Julien Arthus de cette présentation, donc ce projet MyHospiFriends.
Toujours donc dans cette catégorie réseaux sociaux de patients et de professionnels de santé, catégorie donc, qui est parrainée par Harmonie Mutuelle. Dernier projet de cette catégorie s'appelle HospitalPix Europe. Il va nous être présenté par le docteur Jacques Durand, une société qui s'appelle Health2Eye et qui est domiciliée à Singapour. Voilà. Bonjour à tous, je suis très content de venir du Tarn. Je suis originaire du Tarn, mais je suis expatrié à Singapour. Donc, je vais vous présenter une de nos activités qui s'appelle HospitalPix. Ça a été lancé très récemment. Donc, en fait, HospitalPix, c'est l'Instagram pour tout ce qui concerne les hôpitaux. L'idée, c'est ça, c'est que les gens, ils ont des smartphones de nos jours, ils aiment prendre des photos, ils en diffusent partout, et c'est un petit peu n'importe quoi. Et donc, on peut trouver des fois dans des réseaux sociaux très généralistes des photos d'hôpitaux, des photos d'hospitalisation, des photos médicales. Et ça n'a ni queue ni tête. On s'est dit, il faut peut-être leur proposer une solution. Et donc, le but de HospitalPix, c'est ça, c'est d'avoir avec son téléphone la possibilité de classer ces photos lorsqu'elles ont un lien avec un hôpital. Et en plus, l'application propose des informations géolocalisées. C'est-à-dire que si on ouvre l'application à l'hôpital de Castres dans le futur, on aura des infos sur l'hôpital donc Castres-Mazamet, on aura des infos sur cet hôpital et aussi éventuellement les hôpitaux les plus proches, celui d'Albi et éventuellement de l'autre côté de la Montagne Noire. Donc la géolocalisation permet d'avoir un côté automatiquement ordonné. Et donc voilà, l'application, j'ai quelques images qui vous montrent un peu comment ça marche. On a principalement donc, des outils qui permettent de poster la photo, qui permettent de donner des commentaires, éventuellement de donner une petite opinion sur l'hôpital, une opinion qui d'emblée est proposée à 4 étoiles. Le but, ce n'est pas de critiquer les hôpitaux, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peut-être des petits avis sur l'hôpital et c'est bien de leur proposer un système d'étoiles. Donc là, l'exemple que vous avez sur l'écran, ça montre l'application en Indonésie, puisque c'est le premier pays où on a lancé l'application il y a quelques mois. Donc on voit un petit peu les photos que l'on peut poster. Alors, je vais aller là. Donc, si l'application elle s'ouvre, on a à gauche donc le premier écran qu'on voit, c'est la liste des cliniques. Alors ça, c'est la version américaine qu'on est en train de lancer actuellement. Donc, on voit les cliniques les plus proches. Donc là, a priori, la personne doit se trouver à Hawaï, qui est un endroit, à mon avis, très sympathique. Donc, on doit voir la plupart des hôpitaux de Hawaï. Et après, si l'on veut, on peut chercher par région. Alors là, on repart sur l'Indonésie, mais on voit les hôpitaux de Bali. On aime bien les plages chez nous. Et donc, on voit la liste des hôpitaux. Alors après, on peut les chercher par mots-clés, parce que bon, les gens, des fois, ils veulent chercher un hôpital spécifique. Ils veulent savoir ce qui se dit sur un hôpital ou quelles sont les nouveautés d'un hôpital. Donc, on peut chercher les hôpitaux par géographie. Et voici un petit florilège de photos actuellement postées par les gens. Alors, on a à gauche, tout en haut, un joli bébé qui est né à Bali il y a quelques semaines. Donc c'est vrai que les gens ils s'en servent pour poster des photos. Après, la deuxième image, c'est aussi en Indonésie, mais là c'est une personne qui a fait un petit peu de storytelling, c'est-à-dire qu'elle nous a montré le séjour de son enfant depuis l'arrivée suite à son accident jusqu'à sa sortie. A priori, la sortie est très heureuse, il y a des photos après. L'application peut être utilisée par des médecins. En fait, elle est utilisable par tout le monde. Alors là, on a toujours en Indonésie un groupe de gynécologues obstétriciens qui se sont pris en photo. Et après, l'application peut être utilisée aussi par les managers d'hôpitaux, les directeurs d'hôpitaux. On peut mettre des offres de travail. Donc, c'est le cas dans cet hôpital aux États-Unis. Alors après, on redescend un petit peu à gauche. On a une présentation d'un événement. Là, c'est intéressant. Ça rejoint un peu le sujet de notre confrère précédent. C'est sur l'obésité. Et là, c'est un séminaire qui a lieu dans un hôpital à proximité de l'endroit donc, où on a ouvert l'application sur l'obésité chez les enfants. Pas d'ANAC, ça veut dire chez les enfants. Après, on a un autre exemple. C'est une personne qui montre sa relation avec le côté familial. C'est très social parce que les photos, ça permet de dire des centaines de choses. Donc, la photo puis un petit commentaire, ça permet de faire passer une émotion, une situation particulière. On pense aux visiteurs d'hôpitaux notamment. Et la dernière image, c'est le travail sur lequel on est en train de réfléchir, c'est sur l'utilisation de Google Glass. On sait très bien que Google Glass est de plus en plus utilisé par les professionnels de santé. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est une géolocalisation des photos de Google Glass en fonction de l'endroit où elles ont été postées par les médecins.
Le but est de montrer que l'application peut permettre aussi de travailler avec ces grandes sociétés comme Google. Donc en fait, l'application peut être utilisée par n'importe qui, les ambulanciers, les infirmières, les patients, les visiteurs, les médecins, les directeurs d'hôpitaux. Le but, c'est de créer du lien social, de l'éducation. On peut penser à la rééducation des patients après un AVC. Et bien sûr, d'apporter du contenu qui est beaucoup plus exploitable que s'il est perdu chez Instagram ou sur les autres plateformes. Voilà, merci. Il y avait une dernière photo, on voit que les gens dansaient dans les hôpitaux. Je trouve que ça, c'est très intéressant à voir. Merci pour votre présentation. La première question, vous avez donc en projet de vous installer en France avec un système comme celui-là? Alors, on veut lancer la version Europe, parce que bon, c'est vrai qu'on a déjà la liste des hôpitaux français, mais on souhaiterait avoir une dimension peut-être plus régionale, enfin plus européenne. Oui, on a l'intérêt de... J'étais allé au centre e-santé là à Toulouse. J'aimerais bien démarrer de Toulouse notamment. Et deuxième chose qui vient avec ça, c'est quel est votre... Est-ce que vous avez déjà un avis sur la capacité d'acceptabilité d'un tel système en France? Alors, c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de réglementations, mais je crois qu'on peut adapter la version française et donner des informations sur comment poster les photos. De toute façon, toutes les photos, on peut faire du flag, c'est-à-dire qu'on peut les faire un signalement et on peut enlever une photo si on pense que la photo n'est pas appropriée à la réglementation du pays. Donc, je crois que actuellement, ces photos, elles sont postées parce que moi, j'en ai trouvé beaucoup de photos sur Instagram, sur Twitter, et c'est quand même n'importe quoi. Donc on se dit qu'en ayant un public un peu plus ciblé, en ayant une application un peu plus centralisée, on arrivera à découvrir des contenus beaucoup plus originaux. J'ai des médecins en Indonésie qui postent des photos sur des opérations qu'ils font, aussi les moyens des hôpitaux, on peut voir un hôpital par rapport à un autre. Donc je crois que l'outil, on peut toujours le customiser, mais le plus important c'est de le modérer, et c'est ce qu'on pourra faire beaucoup plus peut-être en France. Mon problème, c'était la notation de l'hôpital par le patient. En fait, oui. C'était un peu plus cet aspect-là qui était... Alors, en fait, il n'y a pas de notation. Dès qu'on poste une photo, c'est 4 étoiles sur 5. Par contre, si la personne est vraiment dans une démarche critique, il faut qu'elle pense à diminuer les 4 étoiles qui sont proposées. Donc déjà, et après, je pense que si c'est une critique qui est constructive, je crois que tout hôpital a tout intérêt à savoir ce qui se passe. Et on peut répondre directement sur la photo à la critique première. Donc je pense que c'est à l'hôpital à utiliser l'outil. J'ai des hôpitaux qui utilisent l'outil pour des promotions, des informations. Donc je crois que c'est tout à fait logique d'accepter en échange que les patients, ou en tout cas les visiteurs éventuellement, puissent donner des petites critiques sur l'hôpital. Le but étant d'éviter les gros problèmes, bien sûr. Merci pour l'exposé. Une petite question. Finalement, vous dites, par rapport à Instagram, c'est un peu n'importe quoi de ce qu'on y retrouve, mais finalement, votre solution, elle répond à quel besoin d'origine? C'est quoi? On part toujours d'un dilemme, on peut dire d'un insight patient, insight consommateur. Votre solution, elle répond à quel insight? En fait, j'ai une vision que c'est plus une application pour de l'éducation sur comment... Quels sont les bénéfices d'aller à l'hôpital, parce qu'il y a des bénéfices, et aussi de montrer toute la vie qu'il y a derrière cet hôpital. Moi, je suis même médecin, j'ai travaillé dans les hôpitaux dans la région à une époque. C'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte qu'il y a des infirmières, des ambulanciers. Il y a toute une vie dans l'hôpital, et ces gens, ils sont souvent silencieux, bloqués, parce qu'ils se disent, oui, si j'ai une photo, qu'est-ce que j'en fais cette photo? Donc ils la diffusent un peu n'importe quoi. Là, on leur dit, vous pouvez utiliser HospitalPix, tout le monde pourra voir votre photo, éventuellement on la supprimera si malgré tout c'est quelque chose qui n'est pas du tout... mais c'est de créer de cette vie, enfin mettre en avant la vie de l'hôpital, c'est souvent les plus gros employeurs d'une ville, un hôpital, et toutes ces photos sont un peu perdues sur les autres réseaux sociaux, donc on se dit, en les centralisant, on arrivera à avoir quelque chose de plus intéressant, je pense. Et j'attends toujours la dernière photo qui va, en tant que physicien, qui va me donner
un avis sur quelque chose de très médical, parce que moi je suis médecin, mais je pense qu'une infirmière va trouver une photo liée à sa profession, une idée originale. J'ai même un patient dans un hôpital à Singapour qui a indiqué l'endroit où il fallait aller prier, les musulmans, dans un grand hôpital, il y a une chambre pour prier. Bon, ben, il a mis à quel étage, à quel endroit, il a même pris la photo de la porte. Donc c'est ces informations très utiles qui ne sont pas forcément accessibles lorsqu'on arrive dans un hôpital. Et là, on pourra avoir un avis en photo. Une dernière question du jury. Non, vous avez toutes les explications. Allez-y, Julien Fouillou. Moi, je suis un peu stupéfaite par rapport à la réglementation. Je rejoins mon collègue, mais c'est vrai qu'en France, on est tellement bridé que ça me semble difficile de pouvoir poster des photos de patients, de pouvoir communiquer comme ça sur un hôpital. Oui. Après, la géolocalisation, bon, ça peut être apporté par d'autres applications, hein, ce n'est pas spécifique à l'hôpital. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être le réserver uniquement au personnel hospitalier pour communiquer entre eux? Mais vous avez une charte de bonne pratique, il y a quelque chose qu'il faut Oui, cocher. dans l'application, il y a une information très précise sur les règlements. Dès qu'on poste une photo, quelles sont les conséquences, quelle est la propriété de la photo, quelles sont les responsabilités, la possibilité de pouvoir enlever la photo. On peut imaginer pour la France avoir une version où la photo n'est pas postée immédiatement, il y a un délai de latence, et si elle est approuvée, on la poste. Si vraiment on veut faire quelque chose de très franco-français, on peut imaginer une solution comme ça. Mais je pense qu'il faut, dans l'ensemble, les gens, il y a plus de positifs que de négatifs à partager des photos. De toute façon, ces photos, elles circulent ailleurs. Donc autant les centraliser, au moins même une agence régionale de santé pour regarder tous les jours ce qui se passe dans son rayon en termes de photos et de commentaires. Julien Fouillou, rapidement. Rapidement, oui, effectivement. Alors avec Facebook, on arrive à peu près à contrôler qui voit les photos. On a souvent des amis qui postent les photos du bébé, donc ça c'est plutôt joyeux. Mais là, j'ai le sentiment que c'est un peu ouvert. Du coup, si je suis hospitalisé, j'ai un accident, j'ai un problème de santé, finalement c'est une photo auquel on associe mon problème avec mon nom, avec une ouverture plus large. Donc c'est mes données de santé qui sont libéralisées, là en l'occurrence. Voilà, comment souhaitez-vous appréhender ce souci? On n'a pas le nom de la personne. On lui demande de mettre un pseudo qu'on ne vérifie pas, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément leur login Twitter, c'est juste un pseudo. S'ils veulent se loguer avec Facebook ou Twitter, c'est possible, mais il y a vraiment déjà un côté, il n'y a pas de vérification de qui est la personne. Et bien sûr, on n'a pas intérêt à poster forcément des photos sur des gens en particulier. C'est plutôt des bras, des appareillages, du personnel hospitalier s'ils sont d'accord. Il faut vraiment, ou alors des bébés si les parents sont d'accord. Vous voyez, c'est quelque chose de plutôt... on ne poste pas une photo qui est interdite. Ce n'est pas l'objectif de cette application. Merci beaucoup, Dr Jacques Durand, de cette présentation pour vous qui venez de Singapour présenter ce projet.